Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information. En ouverture, l'amphithéâtre de l'école normale supérieure à Libreville au Gabon a servi de cadre hier matin au lancement du programme pour l'égalité des chances. Placé sous l'égide du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, cet événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement gabonais, mais d'autres invités étaient sur place pour le compte de Canal 7, Dina Koussou et Hervé Obiang. Le ton a été donné ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité, qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Justement, ce programme pour l'égalité des chances au Gabon devrait en principe apporter un souffle nouveau. C'est du moins ce que pense la ministre en charge de ce département et également certains étudiants. Nous retrouvons une fois de plus Dina Koussou et Hervé Obiang. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur. Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez des étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Cap à présent au Burundi où le président burundais Pierre Nkurunziza s'engage enfin pour un dialogue inclusif avec l'opposition de son pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et Pierre Nkurunziza ont donc échangé sur divers sujets d'actualité. Le point dans ce reportage. La visite de Ban Ki-moon aura été bénéfique. Une conférence de presse sur les questions d'actualité au Burundi a permis à l'Onusien de faire le point de la situation de ce pays frappé par la crise depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza. Ban Ki-moon a également réaffirmé le soutien de son organisation pour le rétablissement de la paix dans ce pays et il a affirmé que Pierre Nkurunziza a promis de libérer 1200 prisonniers et qu'il est prêt aujourd'hui pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Cette visite du secrétaire général de l'ONU était une occasion pour le président burundais de faire le plaidoyer pour son pays. Toutefois, Pierre Nkurunziza sollicite l'implication des partenaires extérieurs pour la relance du Burundi plongé dans l'instabilité politique. Nous repartons au Gabon, mais cette fois sur le volet politique où le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, était dans la province de Logoué-Lolo dans le cadre de sa 7e tournée nationale. Le point avec Guy Madébé et Kevin Kero de Canal 7 Koulamouto. La province de Logoué-Lolo, sud-est du Gabon, a constitué du 17 au 21 février
la 7e étape de la tournée nationale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Berceau de ce parti de masse, se devait une réception exceptionnelle. Les populations des différents départements se sont déplacées en masse pour offrir un accueil de choix à ce fils du terroir. De l'Astroville, Ibunji Kulamutupana, la mobilisation des populations a été totale. Des slogans de bienvenue et de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba étaient visibles sur les banderoles et chansons. Au titre des allocutions, des membres du bureau permanent Ginzu Bandama, Régis Simongo Tatangani, comité de sages Martin Fidel Maniaga, secrétaire national Nanette Longa Makinda ont témoigné l'immense joie des militants de la province de recevoir ce taux d'émotion, de soutien et d'appel à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux prochaines élections présidentielles gabonaises. Partout où il est passé, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Bokou, du nœud d'alliance en change avec les militants et les militants. Nous avons donc au cours d'économie et de social au niveau national sur le fond. A mis le cap sur Aboumi. Au Niger, pendant ce cadre de la présidentielle, obtenir un second quinquennat face à une opposition des fraudes. Des congrès de Niamey, la capitale, le laborieux décompte des voix indépendantes. Il concerne principalement les votes de la diaspora et de certains la longue litanie de résultats plus généraux, donnant des indications solides sur le scrutin présidentiel ne se sont eu le matériel électoral dimanche, comme près de Tawa à l'ouest, et par ailleurs un fief électoral du président candidat Mamadou Issoufou, à Agadez dans le nord et près de Zinder dans le sud du pays. Selon les autorités, les résultats globaux devaient être publiés dans 5 jours suivant le scrutin. Les Nigériens devraient donc être fixés au plus tard vendredi. Toujours au Niger, en bref et en images, eh bien, l'opposition, comme je le disais, nigérienne, refuse aujourd'hui de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la commission électorale. L'annonce a été faite par Amadou Boubacar Sissé, le porte-parole de la coalition d'opposition, qui a par ailleurs dénoncé des fraudes massives, comme je le disais, au cours de ce scrutin présidentiel. Il s'est exprimé donc aux côtés d'un des principaux favoris du scrutin, Séni Oumari, au siège du parti de ce dernier. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. Il est évident que tel que ça a été proclamé jusqu'à maintenant, on ne peut pas les reconnaître. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimé dans les urnes. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, en visite officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il était porteur d'un message du nouveau chef d'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, à son homologue ivoirien. Des précisions avec Eva Mbala. Alpha Bari est le premier officiel du pays des hommes intègres à se rendre en Côte d'Ivoire depuis la prise en fonction du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu hier 22 février à Abidjan pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Cette visite, qui n'a duré que quelques heures, intervient après que des Burkinabés, anciens membres du régiment de sécurité présidentielle, aient été arrêtés le 22 février dernier en Côte d'Ivoire puis transférés à Ouagadougou. Ces derniers étaient activement recherchés par la justice de leur pays pour leur implication dans le coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré. Cependant, Alpha Bari se réjouit de cette initiative des autorités ivoiriennes et a encouragé que ce genre d'action continue si cela est nécessaire. Même s'il existe encore des dossiers judiciaires brûlants entre ces deux pays, Alpha Bari a insisté sur la qualité des relations entre les deux pays qu'ils ont tout autant intérêt à préserver. Il a également profité de cette rencontre pour remercier le président de la Côte d'Ivoire pour ce type d'action. D'autre part, les questions relatives aux mandats d'arrêt internationaux émis par la justice burkinabé à l'encontre du président du Parlement ivoirien Guillaume Soro et de l'ex-président du Burkina Faso Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, n'ont pas été abordées selon les propos de Alpha Bari. À en croire le ministre burkinabé, la tension semble quelque peu redescendue entre les deux pays.
L'économie à présent, eh bien, notre continent, l'Afrique, est devenu aujourd'hui le nouveau terrain de jeu des industriels du palmier à huile et de l'EVA. Les superficies plantées couvriraient plus de 325 000 hectares, dont 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmiers à huile, ce qui représente environ 40% de leur surface totale. Des précisions avec Judith Kwendo. Selon l'ONG Greenpeace, l'Afrique est le nouvel Eldorado des industriels de l'huile de palme et du caoutchouc au détriment des forêts et des populations locales. L'ONG souligne par ailleurs que l'on assiste actuellement à une véritable ruée sur les forêts africaines. Elle a déclaré, je cite, que les investissements s'y multiplient, attirés par des conditions climatiques idéales et surtout par des réglementations peu contraignantes, non appliquées, notamment en raison de la corruption ou particulièrement favorables aux investissements étrangers. Fin de citation. Dans la ligne de mire du rapport, la société financière des caoutchoucs, Socfin, l'un des plus importants planteurs sur le continent, et le groupe Bolloré. Selon Greenpeace, la Socfin est présente dans 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ses concessions en Afrique couvriraient plus de 325 000 hectares, dont 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmiers à huile, ce qui ne représente que 40% de leur surface totale. Les superficies plantées pourraient donc doubler dans les prochaines années. Soulignons que les forêts africaines constituent d'immenses puits de carbone, en particulier les forêts tropicales du bassin du Congo, à la biodiversité exceptionnelle. Leur destruction libère d'énormes quantités de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre. Pour clore ce volet économie, eh bien, le Maroc a été élu à l'unanimité à la tête de l'Association africaine de l'eau. L'élection a eu lieu au cours de l'Assemblée générale de cette structure. Nous retrouvons à nouveau Judith Kwendo pour plus de précisions. Le Maroc dirige désormais l'Association africaine de l'eau. Le Royaume a été élu à l'unanimité à la tête de l'association lors d'une Assemblée générale élective tenue à Nairobi au Kenya. La présidence sera assurée par le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Alifa Sifiri. L'élection du Maroc n'est pas le fruit du hasard, selon un communiqué de l'association, ajoutant que ce choix tient à récompenser les efforts de l'Office national de l'eau et de l'électricité qui a su construire au fil des années des partenariats durables et structurés avec plusieurs pays d'Afrique et faire valoir son expertise et son savoir-faire auprès des opérateurs de l'eau et de l'assainissement. Ce choix va permettre également de consacrer les efforts de l'ONE qui accorde à l'Afrique une importance capitale dans le cadre de sa stratégie nationale, ce qui devrait renforcer les liens de coopération qu'elle entretient avec les pays du continent dans le cadre des valeurs de coopération sud-sud, tout en étant un acteur central du développement de l'eau au niveau du continent. Soulignons que l'Association africaine de l'eau contribue à améliorer les performances des sociétés d'eau et d'assainissement et à influencer les politiques du secteur en Afrique, tout en accompagnant ses membres pour la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement. Santé à présent, eh bien, les résultats de 2 essais cliniques ont montré qu'un anneau vaginal contenant donc un nouveau microbicide permet aujourd'hui de réduire d'environ 30% en moyenne le risque d'infection par le virus VIH-Sida, notamment chez les femmes. Des explications dans ce reportage. Au total, 4 588 femmes séronégatives âgées de 18 à 45 ans au Malawi, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Zimbabwe ont participé à ces 2 études cliniques de phase 3 appelées The Ring et Aspire entre 2012 et 2015. Les résultats des 2 essais ont été présentés à la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tient cette semaine à Boston. L'usage de ces anneaux présente un intérêt particulier pour les femmes dans les pays en développement où les taux d'infection par le VIH sont élevés et où elles sont nombreuses à avoir le plus grand mal à persuader les hommes d'utiliser des préservatifs, a expliqué le docteur Zeda Rosenberg, qui dirige l'International Partnership for Microbicides, ayant présenté les résultats des études. Celles qui utilisaient l'anneau vaginal ont réduit leur risque d'infection par le VIH de 27% à 31%, comparativement à celles qui avaient un placebo. Les anneaux se sont avérés nettement plus efficaces chez les femmes de plus de 25 ans, chez qui ils ont réduit le risque d'infection de 61%,
dans l'étude Aspire et de 37% dans la seconde The Ring. Environ 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont plus de la moitié sont des femmes, selon l'Institut national américain de la santé, NIH. Soulignons que ces résultats donnent un nouvel espoir à de nombreuses femmes à haut risque d'infection qui ont besoin davantage d'options pour se protéger efficacement du VIH. L'information, c'est également le sport et malgré les scandales qui ont touché le Kenya ces dernières années notamment, eh bien, ces athlètes ne devraient pas être exclus des prochains Jeux olympiques à Rio au Brésil. C'est du moins ce qu'estime le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum. Des précisions avec Armel Joe Mbogo. L'Afrique n'a pas de laboratoire compétent pour fabriquer des produits dopants. C'est ainsi que s'est exprimé le président de la Confédération africaine d'athlétisme au cours d'une conférence de presse à Nairobi au Kenya. Dans ses propos, Ahmad Kalkaba Malboum a fait le parallèle avec l'affaire Balco du nom d'un laboratoire de la région de San Francisco aux USA qui avait mis au point des dopants indétectables. Sonore 2. Les substances de dopage. Nous n'avons pas de laboratoire. Nous n'avons pas de scientifiques sachant en créer. Et si ça s'est passé avant, nous pouvons mentionner le cas des États-Unis avec Balco, Marion Jones et les autres. Ils n'ont été bannis d'aucune compétition aux États-Unis. Nous avons mis en place des sanctions contre les athlètes qui ont pris de mauvaises décisions. Ça s'est produit au Canada, Ben Johnson, et nous n'avons pris aucune décision contre le pays. Pour le président de la Confédération africaine d'athlétisme, les erreurs de certains athlètes ne doivent pas empêcher les autres d'aller au JO. S'il y a des athlètes au Kenya qui peuvent être sanctionnés, pour autant, l'Organisation mondiale n'a pas besoin de bannir tous les athlètes, même les athlètes sains. Je considère que c'est une mauvaise façon d'agir. Sébastien Coe, président de la Fédération internationale des associations d'athlétisme, avait averti le 18 février dernier que son organisation n'hésiterait pas à exclure le Kenya des prochains Jeux olympiques de Rio si le pays ne se mettait pas en conformité avec les règles antidopage. Plus de 40 athlètes kenyans ont déjà été suspendus pour dopage au cours de ces 3 dernières années. Le Kenya bénéficie tout de même de 2 mois supplémentaires pour se mettre en conformité avec les normes WADA après avoir manqué la date du 14 février. Et puis le volleyeur français Ervin Gapet a été jugé pour agression. Le principal artisan des titres européens et de la Ligue mondiale de l'équipe de France en 2015 a comparu en correctionnel à Paris en France pour avoir frappé justement un contrôleur. Des précisions avec Michel Zouéi. Accusé d'avoir frappé le 21 juillet 2015 dernier, un contrôleur auquel il aurait demandé de retarder le départ d'un TGV Paris-Bordeaux à la gare Montparnasse pour attendre un ami, le volleyeur Ervin Ngapé, réceptionneur attaquant de 24 ans, avait été convoqué au tribunal à l'issue d'une garde à vue en juillet. Il sera jugé pour des faits de violence, outrage et entrave à la circulation d'un train. Une version pourtant contestée par le joueur sur sa page Facebook, car ce dernier ne reconnaît pas avoir frappé qui que ce soit et encore moins prendre les grands airs en demandant à faire arrêter un train pour son bon plaisir. Mais malheureusement, il se pourrait que ce joueur d'exception avait eu des antécédents avec la justice à plusieurs reprises, notamment 4 mois avant cette affaire du contrôleur. Ervin Gapé avait renversé 3 piétons, dont l'un a été grièvement blessé, devant une boîte de nuit de Modène, dans le nord de l'Italie où il évolue en club. En décembre 2014, il avait été condamné à 3 mois de prison, avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier, pour une risque dans une boîte de nuit en août 2013. Après ces différents cas enregistrés, la question que se posent de nombreux observateurs actuellement est celle de savoir si le volleyeur français pourra s'en sortir lors de son procès et être jugé non coupable par la justice. La question aura sa réponse dans de tout prochains jours. Et enfin, dans le cadre de la rubrique 7 ans plus, eh bien, Aziz Maïga avait reçu hier, au cours du journal de 20h, Armel Joe Mbogo pour évoquer justement le lancement du programme pour l'égalité des chances, un événement placé sous l'égide du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Je vous invite à suivre un extrait. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de ce lancement officiel du programme de l'égalité des chances au Gabon. Alors, de façon globale, que peut-on retenir de ce lancement fait aujourd'hui par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba?
Il faut d'abord retenir une chose très importante. C'était le message lancé par le chef de l'exécutif gabonais qui veut changer effectivement les habitudes et vaincre les vieilles résistances. Le chef de l'État l'a dit, il connaît le système, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui celui-là qui veut que des personnes, n'est-ce pas, puissent se mouvoir, n'est-ce pas, en clan, en ethnie, etc. Donc, il veut changer ce système. L'autre chose à retenir, ce sont les 5 points, n'est-ce pas, qu'a énuméré le président Ali Bongo Ondimba, notamment offrir une éducation de qualité et une formation qualifiante adaptée aux besoins économiques pour tous les Gabonais. C'est un point véritablement important. Oui. Le deuxième, c'était l'accès aux soins de santé et de prise en charge des parents. Là également, le chef de l'exécutif a souligné qu'un pays qui se veut prospère, effectivement, a besoin des Gabonais en bonne santé. Le 5e point concernait l'égalité des chances devant l'emploi. Et vous vous souviendrez effectivement que dans un récent passé, on avait coutume, n'est-ce pas, de recruter des gens qui n'étaient pas à la hauteur dans des postes qui ne pouvaient même pas gérer tant dans l'administration publique que dans l'administration privée. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit trop, c'est fini, il faut arrêter ce type de pratique. Et justement, Armel Bongo, on a remarqué que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'est énormément appesanti sur le point 3 et 5. Alors, ce qui concernait justement l'injustice sur l'emploi et le combat de l'injustice, quelques éclaircies sur ces 2 points? Effectivement, le 3e point qui concerne l'égalité et l'autre qui concerne le combat de l'injustice se résume, n'est-ce pas, à une même philosophie. Comme je le disais tantôt, Ali Bongo Ondimba, effectivement, veut donner une chance à tout le monde. Et il a surtout mentionné qu'il va falloir, n'est-ce pas, désormais utiliser la philosophie de la compétence. Vous allez vous rendre compte dans certaines administrations gabonaises qu'il y a des gens, effectivement, à des postes et qui ne méritent pas d'être là. Ali Bongo a dit il va falloir, n'est-ce pas, bannir cette vieille philosophie qui a longtemps gangréné, effectivement, le développement du Gabon. Aujourd'hui, il donne la chance à tous les Gabonais, effectivement, qui ont le niveau, qui sont compétents, qui sont capables, ceux qui le méritent. À ceux qui le méritent, effectivement, de pouvoir véritablement aider le Gabon à plonger totalement dans l'émergence pour un Gabon meilleur. Et c'est d'ailleurs une philosophie que tous les Gabonais apprécient, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Il va falloir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. La dernière question, Armel Bongo, est-ce qu'il est possible au chef de l'État gabonais de réaliser ce projet? Naturellement, il est possible. Il vous souviendra qu'en 2009, lorsque le président Ali Bongo Ondimba effectivement accédait à la magistrature suprême, ce point avait été souligné dans son projet de campagne. Certes, il avait mentionné, mais il avait également dit que je ne peux arriver à cela qu'avec l'accompagnement de tous les Gabonais. Et aujourd'hui, il a réitéré en disant que je ne suis pas venu au pouvoir de moi-même, vous m'avez élu. Donc il faut effectivement que tous les Gabonais s'unissent, aient une même volonté pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est réalisable. Et aujourd'hui, il faut que tous les Gabonais, effectivement, se mettent main dans la main pour pouvoir réaliser ce programme. Et il a d'ailleurs rappelé à tous les Gabonais de l'aider, car aider à faire en sorte que ce programme soit réalisé, c'est que les Gabonais s'aident eux-mêmes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne journée à tous.